Raphaël Liogier, pourquoi la radicalisation religieuse touche-t-elle l'islam d'aujourd'hui? Oui, ça marche. Déjà, moi, je voudrais remettre en cause ce terme de radicalisation. Je sais que ça ne sert pas à grand-chose, parce que ça fait un an que j'essaye de le remettre. Oui, bien sûr, je sais. Ça fait un an que j'essaye de le remettre en cause, ça ne marche pas. Donc, je me suis fait une raison, mais néanmoins, je voudrais quand même, à titre méthodologique, si vous voulez juste évoquer, pour dire, par exemple, je sais pas, jusqu'à preuve du contraire, les membres du parti radical ne sont pas supposés être des gens radicalisés. Pourtant, c'est le parti radical. Radical, ça veut dire des gens qui veulent revenir à la racine et qui font confiance à certains principes, et donc qui sont au contraire prêts à négocier tout ce qu'il y a autour, tout en gardant les principes. C'est l'idée du centrisme, en fait, en France. Bon, donc c'est Aristide Briand, et donc la loi qui était rapporteur général de la loi de 1905, qui est supposée être une des origines de la laïcité. Donc vous voyez qu'on est et qui est supposée la laïcité être un remède contre la radicalisation dans ce qu'on entend aujourd'hui comme étant. Radicalisation, moi je trouve que l'emploi du mot radicalisation, il dit beaucoup de notre société de ces dernières années, où on est face à des phénomènes, vous l'avez dit, des phénomènes de globalisation qui sont difficilement compréhensibles, parce que globalisation, ça veut dire une très grande complexité des flux humains, de rencontres humaines, et donc forcément aussi des jeux de frustration, des jeux qui peuvent être des jeux de complémentarité sur un certain niveau, et puis des jeux de frustration qui sont difficilement contrôlables. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et ça, c'est une vieille réaction humaine que l'anthropologie nous a enseigné, c'est qu'en nommant le phénomène, c'est le principe magique, on a le sentiment qu'on le cerne, qu'on dit quelque chose. Alors on dit radicalisation, ah ça y en a compris, il se radicalise. Donc, alors après, on va pouvoir dire déradicalisation, faire des centres de déradicalisation, comme si on entrait, vous savez, on allait doucher les gens, donc ça passe par un processus, et quand ils sortent, ça y est, ils sont clean, ils sont brillants, ils sont déradicalisés, c'est parfait, etc. Bon. Alors, moi je dirais plutôt qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont des comportements extrêmes. C'est-à-dire des comportements extrêmes, et à la limite, des comportements extrêmes qui peuvent ne pas être antisociaux, et à ce moment-là, ceux-là, on s'en fiche, je dirais, c'est des comportements extrêmes où on s'habille d'une certaine manière, excentrique, c'est la même racine, hein. Mais des comportements extrêmes qui ont des conséquences antisociales, dont une de ces conséquences antisociales, c'est le terrorisme. Là, on est vers quelque chose de très clair. Et on va se dire, ben alors, là, je reprends votre question, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de notre histoire, dans un espace donné, eh bien ce type de comportement extrême aux conséquences antisociales qui peuvent aboutir au terrorisme, on a toutes les échelles, ça peut être antisocial sans forcément aller jusqu'au terrorisme, ça peut être extrême sans forcément être antisocial, on l'a dit, mais bon, donc extrême, antisocial, terrorisme, comment est-ce que ces comportements ont été attribués et même revendiqués par des gens qui se disent musulmans, qui se disent islam? Ça, c'est une vraie question. Et donc la question, elle peut s'articuler d'une multitude de manières. Je dirais qu'il y a deux grandes réponses, pour faire très simple, parce qu'ensuite, évidemment, on peut rentrer dans la complexité. Il y a une réponse qui correspond plus à ce qui se passait dans les années 70, 80, 90, et il y a une réponse qui correspond plus à ce qu'on a connu depuis, on va dire, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. La réponse dans le premier cas, c'est effectivement un certain type de fondamentalisme islamique, et je dirais même islamiste, l'islamisme étant la version politique du fondamentalisme. On peut être fondamentaliste sans être islamiste, mais il se trouve qu'en contexte musulman, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourrait revenir, le fondamentalisme a été à un moment donné obsessionnellement rivé sur l'Occident comme étant une valeur négative, une contre-valeur, sans qu'il aboutisse forcément au terrorisme, mais c'est ça qui a construit une certaine forme d'islamisme anti-occidental, paradoxalement avec une critique fondée sur des auteurs occidentaux, c'est-à-dire par exemple les islamistes comme même on pourrait dire quelqu'un comme, qu'il soit chiite ou sunnite, c'est-à-dire quelqu'un comme Ayatollah Khomeini, il lisait Karl Marx et il lisait Heidegger sur la critique de la société de consommation, le déracinement moderne, etc. Mais sauf qu'il faisait à la sauce musulmane en disant la solution évidemment c'est l'islam, c'est un islam pur qui purifierait cette société de consommation dans toutes ses caractéristiques. Il se trouve que dans les années
80-90, début même des années 80, on a vu apparaître le terrorisme islamique, c'est-à-dire une version violente de l'islamisme néo-fondamentaliste, obsessionnellement rivé sur l'Occident comme étant une antivaleur. Vous me suivez? Ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire avant, il pouvait y avoir des idéologies complexes, critiques, etc. Là, c'est devenu du terrorisme. Ce terrorisme, il a une multitude de causes. Il y a des causes géopolitiques. Il a été en partie financé en Afghanistan, à la fois par les Saoudiens et les Américains, l'Afghanistan étant devenu une sorte de terrain d'entraînement de ce qui allait devenir le futur terrorisme. Il est en partie induit par, j'allais dire, des maladresses, et plus que des maladresses, dans le processus de décolonisation, donc touchant l'Algérie, touchant un certain nombre de pays. Et il est aussi lié, effectivement, ensuite, au fait qu'un certain nombre, parce que là on est sur le moyen terme, long terme, moyen terme, j'ai parlé du long terme sur pourquoi est-ce que, obsessionnellement, l'Occident, moyen terme, processus de décolonisation, etc., et court terme, comment trouver des individus qui vont passer à l'action. Et c'était ça plutôt la question, c'est-à-dire des individus qui vont passer à ces comportements extrêmes qui vont aboutir au terrorisme. Dans les années 80-90, c'était des individus très éduqués, voire suréduqués, qui avaient une formation théologique, voire une formation même universitaire classique, qui avait été formée en Arabie Saoudite, en Égypte, mais qui avait été aussi formée dans des universités françaises et qui avait été formée aussi aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre témoignent de ça, parce que c'est un terrorisme qui est nourri par une idéologie, je vous dis, anti-occidentale, anti-société de consommation, et qui prend le relais idéologique et pratique des groupes terroristes des années 70, des groupes terroristes d'extrême gauche, comme la bande Abadher ou d'autres groupes, le dernier avoir été démantelé plus tard, dans les années 80, étant Action Directe. Et donc, c'est un terrorisme qui va utiliser les mêmes méthodes, qui va avoir la même structure idéologique, mais avec une dimension qui est une dimension islamique, plus axée sur les mœurs, et avec une dimension forte axée sur la question aussi de la sexualité, donc la pourriture de l'Occident, plus par rapport à la sexualité, donc avec une forme de pudeur, pudibonderie, idéologiquement soutenue. C'est ça qui se passe dans les années 80-90. Et donc là, on a des processus qu'on pourrait à la limite appeler processus de radicalisation. Parce que des gens qui prétendent revenir à la racine, puisqu'ils sont fondamentalistes, et qui peuvent glisser, qui peuvent venir de milieux sociaux peu éduqués, mais qui par contre vont se mettre à vouloir parler l'arabe, vouloir avoir accès au texte, et ils vont être orientés, influencés, peut-être on pourrait même dire conditionnés, vers des interprétations dites littéralistes, avec des interprétations qui vont justifier la violence et qui vont justifier le terrorisme. Dans les années 2000, c'est ça que j'essaye de m'escrimer à expliquer, dans les années 2000, on a un grand changement par rapport à ça, progressivement. Je vous signale, hein, juste que quand je dis que les symboles d'ailleurs qui sont touchés, qui sont visés par ces terrorismes, première mouture, fin des années 70, début des années 2000, ce sont quasiment jamais des symboles religieux, pour dire qu'on n'est pas, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans la guerre de civilisation, de guerre de religion. C'est pratiquement tout le temps des symboles liés au capitalisme occidental, société de consommation, jusqu'aux 2 tours du 11 septembre, la finance. Jusqu'aux 2 tours du 11 septembre. Et chaque fois que ce sont des symboles qui ont l'air d'être religieux, quand on approche le microscope, on se rend compte que c'est lié à un conflit spécifique, type conflit israélo-palestinien. Encore une fois, hein, si j'essaye d'expliquer, c'est pas pour excuser quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est seulement parce que c'est pas en mettant sa tête comme une autruche dans le sable qu'on arrive à comprendre un phénomène et qu'on arrive à le diagnostiquer, et pour le coup, qu'on arrive à guérir. Parce que, puisque j'ai bien aimé la métaphore de la guérison, c'est qui accepterait d'être soigné, j'ose même pas dire guérir, qui accepterait d'être soigné par un médecin qui serait émotionnellement tellement impliqué par la maladie qu'il prétend soigner, qui tirerait de tous les côtés, qui s'abstiendrait de faire un diagnostic sérieux. Qui accepterait de faire ça, de prendre ce risque-là pour sa propre maladie? Or, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel. C'est-à-dire, c'est un médecin
qui est tellement impliqué émotionnellement à l'évidence, peut-être pour des raisons électoralistes, j'en sais rien, mais enfin tellement impliqué, qu'il se refuse à tout diagnostic clair et qu'il prétend qu'une politique qui serait, je ne sais pas, qui accentuerait, qui serait une politique, moi, que j'appelle une politique insécuritaire, et pas une politique sécuritaire, qui consisterait à dire, bon, on va peut-être fermer des mosquées, on va interdire l'arabe dans certaines... On l'a dit, ça n'a pas été fait, mais on va... Tout ce débat sur la double nationalité. Or, moi, ce que je récuse là-dedans, en dehors de ce que ça pose comme problème quant aux libertés publiques, et ce que ça pose comme problème vis-à-vis de ces gens qui prétendent défendre la République, mais qui, à l'évidence, sont comme ces amoureux qui finissent par étouffer leur maîtresse à force d'amour. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à force de défendre la République et de l'étouffer comme ça, bon, il y a des choses, il y a des principes de base, me semble-t-il, à maintenir. Mais en dehors de ça et de cet aspect un peu polémique, hein, en dehors de ça, c'est l'efficacité, là, que je vise. C'est l'efficacité. Or, que se passe-t-il dans les années 2000 ? On aurait été dans les années 80-90, je ne dis pas, peut-être qu'un certain nombre de mesures auraient été intéressantes, si on les avait articulées peut-être d'une autre manière. Mais dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître deux choses. On voit apparaître deux choses. Un, une nouvelle forme de fondamentalisme, donc des gens qui veulent revenir à la racine, assez étonnant, parce qu'il est individualiste. Par exemple, dans les années 2008, 2007, 2008, 2009, les jeunes femmes qui se sont mises à porter le voile intégral étaient dans cette logique-là. Nous, ce qu'on a étudié chez ces femmes, c'est que ces femmes, elles avaient un discours, alors radical et extrême, mais extrême dans la première partie, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire extrémiste, mais pas un discours qui aboutit au terrorisme, parce que c'était un discours complètement dépolitisé, qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour la citoyenneté, qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour un certain nombre de valeurs qu'on doit, j'imagine, défendre dans votre association, mais qui, en tout cas, ressemble assez, mais alors grossièrement, à ce qu'on trouve, par exemple, pour le faire de façon vraiment extrême, chez les Amish. C'est-à-dire des gens qui veulent être en dehors de la société, qui vont se laisser pousser la barbe pour certains, ou même qui vont vouloir s'habiller avec une grande tunique, comme s'ils étaient des compagnons du prophète et des bédouins du 6e, voire du 7e siècle, de l'époque de l'Hégire, et qui vont avoir cette espèce de comportement, regardant l'alimentation, regardant la sexualité, regardant un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir, on a fait avec certains de mes étudiants depuis 2-3 ans, depuis même cette année, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fondamentalistes-là, ils sont non seulement complètement opposés au terrorisme, mais ils considèrent que c'est impur. Parce que c'est politisé, c'est trop moderne, c'est quelque chose de complètement impur. Ils sont complètement en dehors de ça, mais réellement. D'ailleurs, Daesh ne s'y est pas trompé, puisque un certain nombre de sites affiliés à Daesh, qu'on a repérés dans le travail qu'on a fait avec mes étudiants, pour ces sites-là, ils sont dans le collimateur. Je pense par exemple à cet individu qui a défrayé la chronique et qui a eu droit à un certain nombre de perquisitions, à Boudaifa, il est dans le collimateur direct de Daesh. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à un certain niveau, il opère sur le même marché d'un certain type de jeunes, sauf qu'il les dépolitise. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'embrigadement type Daesh. C'est pour ça que je vous disais que ceux-là, eux, ils se mettent à l'arabe, effectivement. Ils se mettent à l'arabe classique. Oui, effectivement, ils veulent transformer entièrement leur vie. Oui, effectivement, ils ont une forme de rigorisme, moi, qui ne correspond pas à mon mode de vie, et j'imagine pas à votre mode de vie, à vous. Mais néanmoins, les viser eux, parce que ce sont les plus visibles, c'est juste une erreur de diagnostic d'un mauvais médecin, impliqué émotionnellement dans l'idée qu'on est en guerre de civilisation et que donc tout signe d'islamité fait sens d'une guerre qui se jouerait contre nous. Donc c'est juste un mauvais ciblage. Parce que pour pouvoir, c'est ce qu'on dit dans même la logique de la guerre, pour pouvoir bien combattre, il faut connaître véritablement son ennemi. Le deuxième point, et j'en finirai par là, le deuxième point, c'est qu'en même temps, depuis les années 2005, 2006, 2007, on a vu apparaître des nouveaux groupes d'individus qui se comportent un peu comme des voyous, moi que j'ai appelé les ninjas du djihadisme ou de l'islam, qui ont constitué des groupes, et d'ailleurs en s'habillant d'une manière différente, en ne cherchant pas à ressembler à des bédouins du 7e siècle. Si on observe avec l'œil du sociologue de façon assez précise, on se rend compte, par exemple, que ces gens-là, ils vont s'habiller plutôt, moi, dans ce que j'appelle, on l'a vu apparaître dans certains quartiers, le style néo-afghan. C'est-à-dire, ils vont être plus en kaki.
Ils vont être plus avec quelque chose qu'avec une apparence guerrière. Oui, vont certains avoir la barbe, d'autres, certaines jeunes filles vont porter le voile d'une certaine manière. Mais il va y avoir des différences, certaines différences esthétiques, certaines différences comportementales. En général, ces gens, ils ne se mettent pas à parler l'arabe classique. Ils ne vont pas plus fréquemment à la mosquée. Ils se constituent en groupe. Je vous donne l'exemple d'un groupe qui a été dissous en 2009 par le ministère de l'Intérieur, qui est le groupe Forzan Alizza. C'est un groupe d'individus qui se filmaient. Alors eux, ils ne sont pas allés jusqu'à l'action. C'était comportement extrême, vous voyez dans ma définition, comportement extrême antisocial, parce qu'ils ont fait des choses antisociales. Ils se sont filmés, par exemple, en brûlant un code pénal, et en tournant un peu comme s'ils étaient avec un bandeau marqué Wallah Akbar, etc. Et ces gens-là, qui ne sont pas allés jusqu'au terrorisme, sont, on pourrait dire, les ancêtres à très court terme de ceux qui vont être les djihadistes qui vont opérer sur le sol français. Dont je vous rappelle qu'aucun d'entre eux, à part celui qui est syrien, n'avait apparemment, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on connaît d'eux et ce qu'on connaît, fait de l'arabe classique. Aucun. Donc quand on dit « Ah, on va interdire l'arabe parce que oui, il y a un problème qui a... » Et que aucun d'entre eux, à ce qu'on connaît, n'est passé, avant de décider d'être djihadiste et ensuite de se donner une posture de fondamentaliste, mais de fondamentaliste, comme je vous le disais, d'un certain type, aucun d'entre eux n'est passé par une formation théologique de fond avant d'être djihadiste, parce qu'une fois qu'ils ont décidé d'être djihadistes, ils prennent la posture, effectivement. Hein, et aucun d'entre eux n'est passé par une intensification progressive de sa pratique religieuse, contrairement aux djihadistes des années 80-90. C'est pour dire que je ne cherche à rien dédouaner. Ce n'est pas le sujet. Aucun d'entre eux. Or, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles sont prises dans le postulat complètement fallacieux, qu'il y a une solution de continuité entre des formes modernes, enfin des formes actuelles de fondamentalisme et le passage au terrorisme. Or, on a affaire à deux phénomènes qui peuvent se croiser, mais qui sont différents. Le deuxième phénomène, il est lié à la mise en scène sociale de l'islam comme étant la religion qui fait peur, et donc qui devient désirable pour des individus qui, sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine, on représente comme étant potentiellement musulmans, et qui, eux, parce qu'ils sont dans un rapport de vengeance sociale, ils ont, alors puisqu'on parle de psychologie, des problèmes d'individuation, le point commun, c'est souvent l'absence du père, soit physique, soit symbolique. En gros, ce sont des caïds ratés, des gens qui ont voulu être des caïds, soit même Mohamed Merah, il a voulu rentrer dans l'armée, ou des caïds de la drogue, comme ceux qui avaient le café en Belgique, ou dans d'autres domaines, passés par le hold-up, etc., qui ne sont pas intéressés à l'islam, sauf au moment où l'islam leur a permis d'être embrigadés, et c'est ça la grande logique, la grande intelligence de Daesh, c'est de s'inscrire sur ce que j'appelle moi le marché global de la terreur, qui est finalement le nouveau marché de la frustration, lié à la circulation planétaire des désirs actuels via Facebook, etc., et donc d'embrigader les gens sans même avoir à les endoctriner. Ça veut dire que la nouvelle chair à canon du terrorisme 2.0, ce ne sont pas des gens qu'on va endoctriner par des processus de radicalisation théologique complexes, etc., ce qui pouvait être le cas dans les années 80-90, ce sont des gens qu'on va embrigader à partir de leur frustration, en gros en leur disant « tout ce que vous avez raté dans votre vie, parce qu'ils ont ce sentiment-là, ils sont dans ce rapport à la vengeance sociale, eh bien, finalement, c'est le signe, vous êtes the chosen one, et chez quelqu'un qui a mal fait son processus d'individuation, ça marche tout le temps, vous êtes choisi pour au fait, pour quelque chose de plus élevé. Et là, ça se met à fonctionner. Donc vous voyez, je crois que le rapport à l'islam, il existe historiquement pour des raisons très spécifiques qui remontent à long, moyen et court terme, mais en même temps on a affaire à un phénomène nouveau qui est en fait beaucoup plus dangereux et qui aujourd'hui n'est pas du tout traité sous prétexte qu'en Europe en général et en France en particulier, on est face à une sorte de complexe par rapport à notre identité qui nous aveugle sur la réalité des phénomènes qu'on pourrait viser, qui nous aveugle sur le diagnostic et donc qui nous aveugle sur les mesures réelles qui pourraient être réellement efficaces pour nos concitoyens. C'est pour ça que je pense que la politique actuelle, c'est une politique qui finit par rajouter de l'huile sur le feu, par structurer encore mieux cette mise en scène de guerre dont a besoin finalement Daesh. Ça veut donc dire que quelque part, ce qui a l'air d'être une politique sécuritaire, c'est une politique qui, pour ainsi dire, fait à moindre frais le marketing de Daesh. Voilà ce que je voulais
Raphaël Liogier, moi j'aimerais vous interroger sur la quête de sens et la soif de sacré, qui sont quand même des constantes humaines qui unissent autant des fois les dérives sectaires que le religieux, et je sais que vous aimez parler de ça. Ouais, enfin... La quête de sens, c'est une constante humaine, oui. Oui, c'est une constante humaine. Mais qui sont instrumentalisées des fois, non? Ouais, bah c'est presque tout le temps instrumentalisé, hein, presque tout le temps, puisque le solfège, on l'instrumentalise dans l'éducation des enfants. Non, avant de répondre rapidement à votre question, je veux quand même répondre à la petite invective qui m'a été adressée. Petite, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, c'est pas parce que, imaginons que ce soit vrai que toutes les politiques européennes fonctionnent comme ça. Vous avez dit, c'est la preuve que c'est bien. Non, c'est pas la preuve que c'est bien. C'est pas parce que tout le monde fonctionne comme ça que c'est bien. Pendant des années, on a dit que la Terre était plate. C'était pas pour ça que c'était bien. Donc ça constitue pas une preuve scientifique. Premièrement. Deuxièmement. En plus, c'est faux. Puisque la politique au Danemark, par exemple, ne fonctionne pas exactement de la même manière. Sur les centres de radicalisation, fonctionne justement, puisque vous parlez de la quête de sens, c'est votre question, elle fonctionne sur la quête de sens, et pas du tout avec des gens qui vont essayer d'expliciter un certain nombre de choses théologiquement ou même idéologiquement, mais en fonctionnant sur la construction des désirs des jeunes, essayer de se mettre à l'intérieur de leurs désirs. Ceux qui ont eu cette idée, les premiers à avoir eu cette idée sont les Norvégiens. Au Royaume-Uni aussi, ils avaient eu cette manière de fonctionner. Donc c'est pas une politique, alors il y a des points communs évidemment, c'est vrai, mais c'est pas une politique qui est si uniforme que ça à l'échelle européenne. Ensuite, lorsque vous dites la différence entre Al-Qaïda et Daesh, oui, j'en suis d'accord, effectivement. Une des caractéristiques de Daesh, c'est le territoire par rapport à Al-Qaïda. Mais en dehors même du rapport au territoire, vous dites les individus qui ont commis les attentats du 11 septembre, c'est des individus qui faisaient la confusion, d'après ce que j'ai compris, entre des concepts de chiites, sunnites, etc. Ça, c'est de la théologie. C'est ça, la théologie. La théologie, il ne faut pas entrer dans les querelles orthodoxiques, consistant à dire c'est eux qui font la vraie théologie ou la mauvaise théologie. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient dans un rapport intellectuel. C'est-à-dire qui pensaient le truc, qui étaient dans un rapport avec des structures, justement, idéologico-théologiques. Moi, en tant que sociologue... Oui, mais non, mais vous l'appelez... Non, mais attendez... Non. D'accord, non, mais peut-être que vous avez une image très positive de la théologie, c'est pour ça que vous dites ça, mais bien sûr... Parce que la question, ça c'est une erreur majeure, qu'on a fait d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est d'entrer dans les débats consistant à dire ça c'est de la théologie, ça c'est de l'idéologie, ça c'est ceci, ça c'est ça. Non, à partir du moment où un individu, moi c'est pareil, je vous donne un exemple, avec un autre exemple pour faire comprendre ce que je veux dire. Lorsque je qualifie un individu de bouddhiste ou de musulman, je ne le qualifie pas en fonction de ce que le Shir del-Azhar ou je ne sais qui dit que c'est d'être musulman ou non. Je le qualifie en fonction de sa revendication. Donc une fois qu'il a revendiqué, parce que je suis sociologue, je ne m'intéresse pas au débat extérieur, justement parce que je suis laïque, je ne m'intéresse pas à savoir si c'est vrai, pas vrai, etc. Si un jour j'ai un musulman qui vient me voir, une musulmane, et qui, je ne sais pas moi, se met un porte-jartel sur la tête, et qui dit moi c'est mon signe d'islamité, eh bien, ça ne m'intéresse pas de savoir autour ce qui se passe, des gens qui me disent non, c'est pas ça, c'est pas le vrai, là c'est un salmigondi, c'est de la rhétorique, etc. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'elle dit ça. S'il y en a qu'une, je me dis, elle est peut-être folle. Hein. S'il y en a plusieurs, et s'il y en a un gros groupe, je dis, ça relève de la sociologie, Durkheim, à partir du moment où il y a une régularité, c'est qu'il y a quelque chose dans cette région qui fait qu'on justifie de cette manière. Et naïvement, je fonctionne comme ça. Et en fonctionnant comme ça, c'est juste comme ça qu'on sort des préjugés. Parce que, en faisant confiance aux acteurs sociaux, on voit des régularités qu'on ne verrait pas autrement en se disant, et là je passe à ce que vous dites sur le voile, en disant, mais c'est vrai, c'est sûr que le voile s'est imposé, etc., etc. Moi j'en sais rien. Quand j'arrive sur le terrain social, j'interroge les gens. Ensuite, comme je sais qu'en interrogeant les gens, ça suffit pas, je fais des enquêtes plus approfondies avec des étudiants-chercheurs qui vivent avec elles et qui voient si vraiment il y a... Et là, on se rend compte de nouveaux phénomènes. Mais évidemment, on a tout l'appareil d'État, un certain nombre de gens qui disent c'est pas vrai, ça peut pas être comme ça peut pas parce que ça a été autre chose jadis. Bah oui, ça a été autre chose jadis, mais il se trouve que là, il y a des phénomènes sociaux nouveaux. Ensuite, sur le salafisme, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le salafisme, comme vous le savez, puisque apparemment vous avez étudié la question, le salafisme, c'est aussi un phénomène complexe. Il y a une multitude d'écoles du salafisme, et d'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord même aujourd'hui pour qualifier de salafiste piétiste
Ceux qu'on estime, ceux que j'avais évoqués en parlant des fondamentalistes qui veulent vraiment être hors du monde et qui sont antiterroristes, etc. Parce qu'en fait, ils sont aussi en rupture avec le salafisme historique. Ils sont aussi en rupture avec ces traditions. Ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus liés à la globalisation. Enfin, dernièrement, sur la question, après j'ai arrêté de noter, mais sur la question de Daesh Al-Qaïda, il est clair que Daesh, il y a encore de l'idéologie. Mais l'idéologie chez les leaders, c'est ça qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction qui n'existait pas chez Al-Qaïda, mais une disjonction entre les leaders qui sont des anciens d'Al-Qaïda d'ailleurs souvent, donc qui ont pensé leur stratégie, mais qui en même temps s'adaptent à ce que j'appelle le nouveau marché de la terreur, parce que s'adaptent à des gens qui ne fonctionnent pas de la même manière. Maintenant, sur les profils, ce que vous avez évoqué sur les profils, moi, naïvement, toujours, Durkheim, régularité, je cherche pas autre chose, je cherche pas à être plus intelligent que ça, je remarque juste que tous les individus qui ont commis des attentats sur le sol français et qui sont de nationalité française, je parle pas de sont tous ce que vous déniez être des caïds ratés. Tous. Maintenant, après on peut dire oui, un tel, c'est un autre processus, etc. Moi je suis pas assez intelligent pour faire ce type d'analyse, je dis seulement que là, on a une régularité, et qu'en sociologie, quand on a une régularité, on essaye de l'interpréter par rapport au fait de cette régularité. Point. Maintenant, sur la quête de sens, la quête de sens, c'est vrai que c'est une expression que j'aime pas trop parce qu'elle est extrêmement vague. Moi, je préfère dire que les humains, au-delà du désir de survivre et du désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, ce que j'appelle le luxe objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose en économisant leur énergie pour avoir plus de temps, il y a le désir d'être, c'est-à-dire aussi le désir de paraître, c'est-à-dire ce désir narratif qui consiste à se mettre en scène vis-à-vis d'autrui. Et le religieux participe à ce besoin de décorum, ce besoin d'être. Et la quête de sens, c'est ça. C'est que l'être humain, il est fondamentalement mythomane à un certain niveau. Il a besoin de se raconter du sens, à ce qu'il faut bien reconnaître une existence qui se situe prise en étau entre deux absurdités, qui est celle de la naissance et qui est celle de la mort. Et entre ces deux, eh bien, il construit du sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et qu'une sens qui se présente tout le temps comme une narration et tout le temps comme une mise en scène qui permet de s'identifier. C'est pour ça que, par exemple, dans le christianisme, on s'identifie au repas final, si vous voulez. Mais il y a toujours ces processus d'identification. Il y a des fois où ça marche, parce que c'est compatible à ce qu'on croit savoir, avec la science, il y a des manipulations rhétoriques vis-à-vis de la science, et puis parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il y a un effritement, ce que j'appelle ce sol mythique, et tout le monde peut, il y a des petits entrepreneurs de sol mythique, les sectes, c'est ça, qui à un moment donné vont se mettre à manipuler les gens en construisant une sorte de sol mythique clé en moins et en profitant pour des raisons financières, pour des raisons économiques, pour des raisons multiples et variées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, oui, effectivement, mais ça ne touche pas les musulmans en particulier, on est face à un effritement de ce que j'appelle le sol mythique, donc les gens ont de plus en plus de mal à se raconter une vie cohérente. Alors ils peuvent se raccrocher, jadis dans la société industrielle ils se raccrochaient même au travail, mais maintenant avec le haut niveau du chômage, ils n'arrivent même plus à se construire une biographie cohérente par rapport au travail. Donc oui, c'est une situation de grande fragilité par rapport à des types de comportements extrêmes qui sont eux aussi souchés sur du mythe. Parce que juste une dernière chose, souvent les journalistes qui me disent, donc le djihadisme, vous dites que c'est un phénomène social et que ce n'est pas un phénomène religieux. Moi, je récuse, encore une fois, cette distinction phénomène social, phénomène religieux. Les religions sont des entreprises spécialisées dans la production et la diffusion des sols mythiques à travers lesquels les individus se racontent. Des storytelling. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que les djihadistes, même ceux que j'appelle les djihadistes 2.0, même s'ils ne sont pas dans la continuité de l'islamisme historique, idéologique, théologique, etc., néanmoins, ces individus, ils sont dans la construction d'une religion qu'on pourrait appeler la religion du djihadisme. Et comment est-ce qu'ils la construisent? Ils la construisent par rapport à leur frustration, leur truc, leur quête de sens, tout ce que vous voulez, désir d'aventure, et puis ça peut aller se croiser avec une violence qui est liée à un désir de vengeance. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ensuite, ils vont prendre des points particuliers qui les arrangent dans l'islam, puisqu'ils se veulent djihadistes. Mais ils vont reconstituer quelque chose, le rapport au paradis, le rapport au fait d'être un martyr, d'être ceci, d'être cela. Et une fois qu'ils vont être aidés pour reconstituer ça par justement les leaders de Daesh, eh bien,
ça y est, c'est justifié. Mais on pourrait dire en quelque sorte que c'est une religion du djihadisme. Alors, est-ce que c'est social, est-ce que c'est religieux? Le religieux, c'est fondamentalement social, donc il n'y a pas de distinction a priori essentielle. Oui, juste pour reprendre... Continuez le débat à la tribune, ou vous voulez répondre peut-être à Raphaël? Sur les caïds, qu'est-ce que vous faites des femmes? Il y a 40% de femmes qui sont parties. Elles ne sont pas caïdes, elles ne sont pas droguées. On peut parler des femmes. On a une vidéo qui va sortir bientôt sur celle qui est aujourd'hui considérée comme qu'on avait filmée avec Agnès de Féau avant qu'elle, entre guillemets, elle se radicalise. Oui. Et on a découvert qu'elle faisait partie de Forza Analisa. Et donc on a les seules images d'elle 2 mois avant qu'elle parte. On va bientôt, on est en train de négocier soit avec Mediapart, soit avec sur. Et ben je peux vous dire que cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle était avant? Elle fréquentait des gens qui étaient justement dans le milieu de la drogue, et elle était serveuse en boîte de nuit, et elle est passée ensuite à Forza Analisa, c'est-à-dire ce groupe vraiment de je sais pas comment on pourrait appeler ça, quoi, de voyous qui prennent le costume islamique pour justifier leur rapport à la violence. Lorsque Forza Analisa, ce qui l'a rendu désirable pour elle, c'est lorsque Forza Analisa justement est devenue extrême et ultra visible. C'est-à-dire qu'elle a adhéré après qu'ils aient brûlé le code pénal en vidéo. Donc le rapport aux femmes aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui met dans une certaine mesure de l'eau à mon moulin, parce que ça veut dire qu'on n'est même plus dans un islamisme classique théologique, et on est dans quelque chose de nouveau où les filles revendiquent aussi ce désir-là qui est complètement en dehors du point de vue théologique, du point de vue idéologique, de ce qu'on aurait pu attendre, par exemple, dans les années 80-90. Et d'ailleurs, ça rend le phénomène encore plus inquiétant, moi je trouve, de ce point de vue-là. D'accord, merci. En fait, juste une précision. Oui, juste quelque chose pour réagir à ce qui vient d'être dit. L'islamisme, en fait, moi, parce que j'ai une connaissance intérieure de l'islam et c'est ma religion d'origine, mais en fait, ce n'est que l'islam à la lettre. C'est, comme le dit Anne-Marie Delcambre, l'islamisme est contenu dans l'islam comme le poussin l'est dans l'œuf. C'est un parachèvement, c'est un littéralisme, c'est une application de l'ensemble des enseignements de Mahomet et de la religion musulmane. Et il y a aussi un aspect très important qui nous échappe, et c'est l'imitation du prophète. Et c'est un problème religieux théologique, parce que tout l'islam est fondé sur un modèle qui serait celui du prophète. Et effectivement, quand on se penche sur la biographie, la Sira Nabawiya, c'est-à-dire la vie de ce prophète, et qui est l'exemple donné à tous les jeunes musulmans, effectivement, on trouve effectivement des éléments très troublants, des génocides, des crimes, des choses qui sont franchement pas de ce temps. Et effectivement, comment détourner les jeunes musulmans de cet exemple-là, qui est, à mon sens, un pouce au crime. Voilà. Bon, ben Raphaël propose de répondre. Parce que bon, la question de vous connaissez l'islam parce que vous êtes de l'intérieur, etc., c'est un peu un cliché de l'individu qui, au nom du fait qu'il est musulman, peut dire un certain nombre de choses. Pour moi, justement, en tant que sociologue et de l'extérieur, j'utilise la même méthode. Pour moi, vous n'êtes pas plus légitime dans mon regard que n'importe quel individu qui serait, je sais pas, prof au Collège de France ou n'importe où, pour dire ce que c'est et à quoi ça correspond. Par ailleurs, je crois qu'il y a quand même un problème, mais depuis un certain nombre d'années, et moi je m'en suis rendu compte quand j'étais invité à des séances de dialogue interreligieux, où on va avoir 2 discours sur ce qu'est la religion, et pas en particulier sur l'islam, 2 discours opposés. Un discours qui va tendance à dire, alors, la religion, c'est la paix. C'est-à-dire que si on est dans le fond du fond, ça peut être que la paix, l'amour, on s'embrasse tous, c'est tellement sympa. Donc tout ce qui relève de la guerre, de la violence, finalement, ça ne peut pas être justifié parce qu'il y a d'authentique dans la religion. Il faut rechercher l'authenticité, etc., etc., c'est la paix. Et vous avez ce discours-là. C'est ça la religion. Et puis vous avez le discours opposé d'individus qui vont vous dire la religion, c'est l'horreur, c'est toujours la guerre, c'est violent. Si vous regardez l'islam, c'est l'exemple du prophète qui était un guerrier, donc c'est forcément violent, il y a cette histoire d'imitation. Dans le christianisme, on a le sentiment que c'est plus évangélique, mais d'un autre côté, Jésus aurait quand même dire qu'il n'est pas venu donner la paix, mais l'épée. Et puis alors, il y a eu l'acquisition, un certain nombre de choses. Et donc c'est la guerre, c'est toujours la guerre, il faut abolir la religion, ça c'est Richard Dawkins, c'est d'autres qui sont... Le problème, c'est que la religion, ce n'est ni la guerre, ni la paix. La religion, c'est la transcendance.
C'est-à-dire, c'est des individus, même dans le bouddhisme, j'ai commencé ma carrière sur le bouddhisme, je sais qu'on dit que c'est pas la transcendance, mais le nirvana, c'est la transcendance. Hein. C'est transcender sa condition actuelle, souffrante, etc. Donc c'est construire du mythe pour donner du sens à sa vie. Après, ou à sa mort, si vous voulez. Mais ça veut dire... Mais bon, le rapport à la mort, c'est un rapport complexe encore, parce que comme disait Épicure, quand on est mort, ça ne nous regarde pas, puisqu'on est mort. Quand on n'est pas mort, ça ne nous regarde pas non plus, puisqu'on est vivant, donc la mort n'est rien. Mais bon, donc c'est un rapport complexe. Mais enfin, voilà. Donc, ah non, mais n'importe quel moment, on peut mourir. Hein. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la religion, c'est tout autre chose que ça. Ça, c'est l'interprétation des individus qui vont être guerriers, qui ont besoin de cette interprétation, ou qui, à un moment donné, se trouvent dans une situation, il doit faire un certain nombre de choses. Dans l'islam, on a une multitude de gens. Par exemple, il y a même des gens qui ont voulu remettre en cause la nature du Coran, en disant, le Coran qui est écrit, c'est pas le vrai Coran, c'est pas le Coran incréé, la mère du livre, c'est le seul Coran, il n'est pas écrit, puisque malgré tout, même si c'est écrit en arabe, c'est quand même une représentation, donc finalement, toutes les interprétations sont possibles. Alors oui, ils n'ont pas été accueillis très heureusement par les autres, mais ça veut dire qu'il y a une dynamique d'interprétation qui est permanente, qu'à un moment donné, il y a des blocages dans l'interprétation à travers ceux qu'on appelle les fondamentalistes, je dis ceux qui veulent revenir à une sorte d'origine, indépassable. Donc, l'islam n'échappe pas à ça. On ne peut pas juger une religion et les comportements des gens à partir de ce qu'il y a et de l'imitation d'un événement. Parce que sinon vous dites alors, il faut imiter Abraham, à qui Dieu demande de lever la main de façon complètement aveugle sur son fils. Aujourd'hui, comme le disent certains, ça serait un geste considéré comme quelque chose de tellement pathologique, soit on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique, soit, pour qu'il ne représente pas un danger pour ses propres enfants, au minimum, on le jugerait inapte à avoir des enfants. Pourtant, c'est Abraham, et les trois religions dites religions du livre, on les appelle les religions abrahamiques parce qu'elles ont pour fondement l'exemplarité d'Abraham, qui est centrale. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que vont dire ceux qui suivent Abraham? Ils vont dire, ah mais non, l'important, c'est le fait que Dieu étant fondamentalement miséricordieux, évidemment, à la dernière minute, il a enlevé le gène, et donc et on va avoir un débat là-dessus. Mais il est clair que de dire, ah, l'islam essentiellement, parce qu'il y a quelque chose dans son cœur et tout, ben ça conduit à des formes d'essentialisation qui vont viser des individus qui se trouvent être musulmans en disant potentiellement, de l'essentialisation de la doctrine à l'essentialisation des individus, il n'y a jamais une distance très longue. Ça, je pense que ça pose un problème. Ouais. Et pour Monsieur Liogier, quant à la question d'Internet, vous avez parlé des djihadistes 2.0. Ma question est, est-ce que le gouvernement fait-il assez ou peut-il en faire plus avec les géants d'Internet pour mettre en place une forme de censure de certains sites djihadistes et forums? Je vous remercie. Bon, Monsieur Liogier, vous répondez? Moi, sur la Russie, je vais laisser ma collègue répondre, mais je suis d'accord avec ma collègue. Mais puisque Bachar el-Assad, très clairement, il a été défendu par les Russes pour des raisons bien spécifiques, liées à l'extension de leur influence au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs ce que la France a essayé d'éviter avec la politique de Laurent Fabius depuis 3 ans et demi. Il a essayé d'éviter ça. Il n'y est pas arrivé parce qu'il n'a pas été suivi par les Américains. Enfin, je laisserai ma collègue répondre dans le détail. J'ai rien de plus à dire. Mais sur le deux poids, je pense qu'on ne fait pas assez, mais peut-être pas forcément en termes de censure, parce que le problème de la censure, moi je suis pas contre a priori, sincèrement, lorsqu'il y a des choses qui dépassent la mesure et qui mettent en danger la vie, la sécurité réelle des personnes, je suis pas contre a priori. La seule chose, c'est que la censure sur Internet, on sait que c'est extrêmement difficile à mettre en place parce que Internet, comme son nom l'indique, ne connaît pas les frontières institutionnelles, donc il faut des accords non seulement entre États, mais il faut que les entreprises acceptent. Il y a un pouvoir énorme non seulement de Google, mais d'autres sociétés. En revanche, ce qu'on pourrait faire, je crois, c'est essayer de comprendre sérieusement comment ça se passe sur Internet, et je ne crois pas qu'on se donne tous les moyens. Moi, j'avais proposé au gouvernement dès janvier, puisque j'avais été le premier auditionné par la commission parlementaire de surveillance des filières djihadistes, et j'avais proposé de mettre en place, je l'avais appelé, alors ça fait un peu comme ça, mais en fait c'est concret, un observatoire national des identités. Parce qu'Internet, c'est quoi? C'est devenu un nouvel espace protéiforme où se construisent les identités de façon un peu anarchique. Et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de laboratoire même de recherche avec des gens qui seraient
de la psychiatrie, psychologie, anthropologie, sociologie, politique, des gens qui seraient spécialistes de l'islam, mais pas seulement, même des gens spécialistes d'informatique qui sont en infocom, pour essayer de comprendre sérieusement comment ça se passe, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et comment est-ce que les identités se construisent sur Internet. Moi, je pense que, oui, évidemment, ça ne serait pas à très court terme qu'on aurait des effets, mais quand même, on aurait des effets à moyen et long terme qui seraient plus que... Oui, bien sûr, plus que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on le laisse aux spécialistes de la sécurité. Moi, je ne suis pas contre, aux renseignements généraux et autres. C'est seulement qu'ils ne sont pas formés pour ça. C'est juste ça, c'est que ça les dépasse. Voilà. Une question pour M. Liogier. Vous avez évoqué un fondamentalisme plus intérieur qui pose moins de problèmes puisqu'il rejette la violence. Pour autant, il peut avoir une violence insidieuse, je dirais, pour prendre la métaphore médicale, pré-grippale. Quand on voit, alors c'est certes caricatural, l'imam de Brest qui dit aux enfants que la musique c'est pas bien, c'est le diable, que le sport c'est la même chose, sans parler qu'ils peuvent être transformés en singes, etc. C'est certes caricatural, mais je pense que ce fondamentalisme, quand il a cette influence sur les enfants ou sur un environnement en situation de fragilité, il pose problème. Que peut-on faire face à cela ? Alors moi je vais faire dans la provocation pure et dure. Qu'est-ce qu'on fait contre les prêtres pédophiles ? Non, je vais vous dire, j'ai pas dit que c'était bien. Hein. Vous savez, quand j'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit seulement que comme c'était un problème différent, il fallait le traiter différemment. Il ne fallait pas le traiter dans une logique qui serait liée à une logique immédiate de sécurité terroriste. L'erreur, pour moi, c'est de penser qu'il y a une solution de continuité, qu'il y a un processus, et du coup de ne pas mettre le viseur là où il faudrait. C'est juste ça. Par contre, moi je pense que ça pose un problème social très important. Et que oui, c'est un problème qui pourrait, alors là c'est un problème lié à l'éducation, lié au décrochage des quartiers populaires, à toute une série de choses qui sont plus... Là je donne juste 2 exemples, mais toute une série de choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Et il faudrait même, oui, des politiques éducatives en place, je pense... Il y avait une autre question là, monsieur, là, oui. Je voudrais savoir si on sait ce que sont devenus les auteurs encore vivants des vagues de terrorisme radical des années 86, 95, 2003 et 2005. Ce que sont devenus ces personnes et est-ce qu'ils ont été déradicalisés ? Pour répondre à ceux qui ont commis des attentats, ils sont en prison. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les déradicaliser? Je crois avoir été assez clair pour dire que la déradicalisation, ça ne marche pas. Voilà, il y a une question, oui. Mademoiselle. Là. Attends, il y a une autre question. Moi déjà, je ne crois pas à la radicalisation. Vous imaginez pour la déradicalisation. Alors, mais par contre, il y a des gens qui ont des comportements extrêmes. Je reprends mon truc. Comportement extrême, antisocial, terroriste et qui passent à l'acte. Pour moi, bon, c'est du domaine du pénal et ils doivent être punis, c'est clair. Ensuite, est-ce que ces gens arrivent à revenir à la normale ? Moi, je ne saurais dire. Enfin, je suis pas psychiatre, à vrai dire, sur ce sujet. Par contre, ce que je sais, une chose que je peux dire, ceux qui sont avant terrorisme, hein, plutôt dans le comportement extrême, ce que je sais, c'est que souvent, c'est un rapport extrême au désir d'être, ce que j'appelle le désir d'être, à la narration. Et que dans la vie de ces gens, souvent, il y a eu des sentiments d'humiliation qui peuvent être traduits par des coupures quoi, dans la narration. Et que la seule chose qui pourrait éventuellement marcher, c'est de reconstituer de la narration positive. C'est pour ça que, par exemple, ce qu'ils font au Danemark, mais pas chez des gens qui ont commis des attentats ou qui ont été violents, etc., c'est qu'ils essayent de recomposer leur récit, essayer de comprendre pourquoi ils sont partis, désir d'aventure, pour avoir une vie pleine, lutter contre un dictateur, quelque chose qu'ils voient comme étant positif, et ils essayent de le faire glisser, par exemple, vers le désir d'humanitaire. Et donc ça, moi, je crois, effectivement, puisque je pense que les humains ont besoin de se raconter tout le temps quelque chose de positif, je crois à la possibilité d'essayer progressivement de substituer un récit à un autre. Mais je pense que c'est très délicat, ça demande d'être vraiment professionnel. On va prendre encore 2 questions. Madame, il y a cette dame-là qui veut poser une question. Regarde. Oui, moi je voulais poser la question, je trouve ça très intéressant, la disjonction entre terrorisme et puis fondamentalisme, de faire la différence pour pouvoir avoir donc des
des réponses différentes à ces deux phénomènes. Ma question, c'était plus, il y en a deux. La première, c'est au niveau du fondamentalisme, comment répondre, quelles sont les réponses à ça, peut-être au niveau de l'éducation, peut-être ça rejoint déjà ce que vous avez dit à l'instant. Et la deuxième, est-ce qu'agir sur le fondamentalisme en amont n'aura pas des effets quand même si c'est deux phénomènes distincts, sur le phénomène du terrorisme? Voilà. Le fondamentalisme, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, parce que vous avez des groupes dans ces 4 catégories, c'est du ressort de la croyance. Et en France, depuis 1905, la croyance est libre. Donc il n'est pas question de lutter contre le fondamentalisme. Raphaël Liogier voulait conclure. Juste, non, je ne veux pas que je veux conclure, parce que c'est pas possible de conclure sur ce thème, je pense. Mais juste pour répondre à ce que vous disiez, puisque vous m'aviez adressé, c'est en fait quand je distingue les phénomènes aussi, c'est pour une raison quand même heuristique, parce que il y a quand même des liens. Je sais pas, c'est-à-dire s'il y a quand même des liens. Déjà, c'est une chose, c'est que comme je le disais, celui qui se met dans la posture du djihadiste, quand bien même il n'est pas passé par intensification de sa pratique, etc., une fois qu'il est dans la posture de djihadiste, il a besoin de raconter quelque chose de cohérent, et donc il se veut fondamentaliste. Donc il va, à ce moment-là, peut-être fréquenter des fondamentalistes. Mais là où c'est complexe, c'est qu'il ne les fréquentera pas de la même manière que ceux qui sont passés par l'autre processus. Donc pour moi, c'est ce que je reproche un peu, ce serait une manière de le repérer, justement. De voir que, je vous dis, le truc évident, le style néo-afghan, ou le fait qu'en fait il prie moins que les autres. Parce qu'il estime qu'il n'a pas à faire forcément les 5 prières, parce qu'il a un destin qui est plus élevé. Ce qui est soutenu par ses copains de Daesh qui lui disent qu'effectivement c'est le cas. Et du coup on peut le voir plus facilement. Donc voilà exactement. C'est-à-dire ensuite maintenant si on agit sur le fondamentalisme, est-ce que ça touche par la force des choses aussi, le fait de mettre en scène l'islam absolument antisocial, non seulement ça rend désirable chez certains individus qui sont dans cette posture-là, mais en même temps, le fait d'attaquer ces fondamentalistes qui s'estiment être dans le juste pur, il faut se mettre dans leur place, dans leur désir d'être, de ce à quoi ils veulent ressembler, ça peut créer des phénomènes aussi de glissement chez eux. Je vous donne un exemple, nous qu'on a observé avec Agnès de Féau, puisqu'on avait travaillé sur les femmes qui sont mises à porter le voile intégral, qu'on peut considérer comme des fondamentalistes, elles veulent vraiment revenir au fondement, et celles qu'on filmait, on a fait vraiment une enquête ethnographique en les filmant dès 2007, 2008, 2009, en voyant l'évolution. Et l'évolution, ce qui était intéressant par rapport au débat public, par rapport à la loi, on s'est rendu compte que certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles, qui le mettaient avant la loi, bien, elles l'ont enlevé, sauf en le maintenant dans certaines conditions, lorsque c'est possible. Par contre, on a vu d'autres femmes se mettre à mettre le voile intégral, et le mettre pour des raisons, justement, qui semblaient être plus politiques, plus réactive que précédemment. Donc on a eu un transfert, et avec certaines qui le mettaient avant et qui ont continué à le mettre, mais aussi pour les mêmes raisons, et aussi avec des glissements. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est pas complètement imperméable, parce que ça peut se nourrir, mais néanmoins ce sont deux phénomènes qui suivent des voies différentes, et donc il faudrait traiter différemment. Voilà. Si je peux... Bon, il est 20h. On va en terminer là pour les questions. On vous remercie tous d'être venus. Et on vous souhaite une bonne soirée. La conférence est filmée, donc vous aurez le lien.